Ailleurs dans le monde. Ailleurs dans le monde, le magazine hebdomadaire de Radio Côte d'Ivoire pour décrypter, analyser et débattre des grands sujets sur l'actualité internationale avec des spécialistes. Ailleurs dans le monde, la tribune pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. Ailleurs dans le monde, tous les dimanches de 9h05 à 10h sur Radio Côte d'Ivoire. Présentation Fatim Djedje. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Ailleurs dans le monde spécial hors série pour les vacances. Je suis très heureuse de vous retrouver ainsi que mes invités que je vais vous présenter. Il s'agit du docteur Livni Nelbin, sociologue. Bonjour. Bonjour Fatim, bonjour aux auditeurs. Du journaliste Thomas Guessambi. Bonjour. Bonjour, je suis très content d'être là ce matin. Du politologue Dr William Ablonon. Bonjour. Bonjour chers auditeurs, bonjour Fatim. Alors messieurs, on va s'intéresser au fameux sommet de l'OTAN qui s'est tenu donc les 11 et 12 juillet à Bruxelles et il n'a pas échappé à la règle établie par le président américain pour toutes les grandes réunions internationales. Donc au nom des intérêts américains, Donald Trump a poursuivi son attaque contre l'ordre ancien, dit-il, en semant la discorde au sein des alliés européens en ciblant de préférence l'Allemagne. Le doute sur la réalité de l'engagement américain en Europe est installé. Déjà, pour commencer, monsieur, quels étaient les enjeux de ce sommet, puisque depuis son élection et même en tant que candidat, Trump nous faisait comprendre que les États-Unis ne devaient pas assurer la sécurité de l'Europe, en tout cas financièrement à ses dépens. Thomas Guessambi. C'est ça le véritable enjeu? C'est la question financière? Oui, bien entendu, la question financière et la question géostratégique, et puis la question, je vais dire, de bilan, c'est-à-dire les preuves réelles que l'OTAN a pu apporter dans le progrès du monde. Donc tout ça compte beaucoup pour la nouvelle administration Trump. Mais en matière de graduation ou bien de gradation, on dira d'abord, viendra en premier lieu la question de financement. Et on le savait depuis son élection que ce ne sont pas les velléités de vouloir se retirer de l'organisation qui ont manqué dans les faits et gestes, dans les propos de Donald Trump, mais il n'a pas encore pris la décision définitivement. Et en allant à cette rencontre, on a vite fait de dire de la part de Donald Trump ce qu'on pense sans doute avant de prendre des décisions futures. Quoique le président français se réjouisse d'un sommet qui est réussi parce que Donald Trump n'a pas dit qu'il se retirait de l'OTAN. Oui, j'ai l'impression qu'ils étaient tous crispés, qu'ils avaient peur que dans Air Force One, qu'il envoie un tweet, encore un. Mais lui aussi, il a une diplomatie assez atypique. Hein. Donald Trump et ses tweets, qu'il envoie de face caméra, il dit une chose. Après, son contraire, on l'a vu avec Angela Merkel, on a l'impression qu'il est vraiment acharné contre l'Allemagne. Est-ce que finalement, le fait que, ce que vient de dire Thomas, il n'y ait pas de retrait de la part des États-Unis de l'OTAN, est-ce juste une victoire pour les Européens? Alors, pour les Européens, c'est peut-être une victoire, mais je ne crois pas que ce soit une victoire qui les rassure pour longtemps. Parce que Donald Trump n'a jamais promis ne pas partir. Au contraire, c'est vrai qu'il n'est pas encore parti, mais tout prouve qu'il reste cohérent dans sa ligne. Et je pense que c'est vrai qu'on a tout fait ici, ou du moins ailleurs, partout ailleurs d'ailleurs, de critiquer un peu, parce qu'on ne retrouvait pas ou on pensait que ce monsieur n'était pas assez cohérent. Et là, je me rends compte que tout au moins, en matière de politique extérieure, on n'a jamais eu une cohérence aussi rigide, aussi lumineuse. Voilà quelqu'un qui a décidé de ne pas gaspiller l'argent des États-Unis. Et aujourd'hui, tout ce qu'il met en œuvre rentre dans cette ligne, rentre dans cette dynamique. Il veut se désengager de la Corée du Nord, de la péninsule coréenne, en essayant de rétablir les relations avec la Corée du Nord pour ne plus avoir
à dépenser de l'argent là. Donc, ce faisant, il va faire rentrer les 32 000 soldats américains qui sont en Corée du Sud et qui coûtent très cher. Aujourd'hui, il est en train de rétablir les relations avec la Russie pour montrer qu'en réalité, la Russie n'est pas l'ennemi parce qu'il veut se désengager de la sécurité de l'Europe. Donc, je pense qu'il y a une cohérence. On peut ne pas être d'accord avec les choix, on peut ne pas être d'accord avec la vision diplomatique, mais il n'y a rien de plus cohérent que cela. Alors, pour les Européens, évidemment, tout est à craindre. Je les comprends très bien parce que ça fait 70 ans qu'ils bénéficient de sécurité gratuite, ce qui leur permet d'aller assurer la sécurité ailleurs, parce que c'est normal, quand vous avez des gardiens qui vous gardent votre maison, vous pouvez prétendre aller garder la maison des autres. Et surtout, il est en train de les appeler quand même aujourd'hui à un devoir de cohérence, parce que l'OTAN, n'oublions pas ce que c'est, peut-être qu'on reviendra là-dessus, mais l'OTAN a été créée pourquoi ? L'OTAN a été créée expressément pour contenir la Russie. On était en pleine guerre froide et ça fait 30 ans que la guerre froide est terminée. Donc, l'OTAN n'a plus sa raison d'être. Si vous me permettez, le premier secrétaire général de l'OTAN disait ceci, et Lord Ismail, il disait, le rôle de l'OTAN, c'est, je cite, « garder les Russes à l'extérieur et les Allemands sous tutelle ». Aujourd'hui, nous ne sommes plus du tout dans cette configuration. Donc, pourquoi est-ce qu'on a continué à garder l'OTAN ? Pourquoi est-ce que l'OTAN, comme le pacte de Varsovie, n'a pas disparu ? Parce que le pacte de Varsovie, qui était la réponse à l'OTAN, n'existe plus depuis 91. Et pourquoi l'OTAN continue à exister ? Docteur Lyd, est-ce qu'il faut envisager la problématique comme le fait Docteur Blenon ? Est-ce que vraiment la question se pose ainsi ? La légitimité de cette organisation internationale, est-ce qu'on doit vraiment la remettre en cause ? Bien, moi, avant tout propos, je tenais quand même à faire mon mea culpa intellectuel du point de vue de mon intuition. Je reconnais que mes deux confrères consultants ont eu l'intuition et le nœud creux par rapport à moi, parce que moi, je suis parti dans une exploration de l'inconscient de Donald Trump. Et au fur et à mesure du déroulé de son comportement, je vois que pour une fois, nous avons un leader qui est cohérent, qui est en train de faire ce qu'il a promis et qui fait ce qu'il a dit qu'il allait faire. Et ça, en management, ça s'appelle de la qualité. Et ça, c'est le consultant maintenant qui parle. Il fait un management de qualité. On pense qu'avant, il n'avait pas une claire vision des dossiers. Il est arrivé, non, pas du tout. Aujourd'hui, il est en train de gérer un pays comme une entreprise, au sens d'avoir des résultats, au sens d'avoir des progrès, autant de faire du business. Et aujourd'hui, c'est plutôt les Européens, comme il a dit, il n'a pas dit qu'il ne partira pas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les Européens sont obligés pratiquement de prévoir le chaos pour avoir le minimum avec lui. Et aujourd'hui, les Européens vous disent que Donald Trump vous prévient toujours. Cette histoire de dépenses, il en a parlé dans sa campagne, et depuis, il les a avertis. Et on a vu comment le sommet des 7 s'est terminé, et il est dans cette même logique-là. C'est-à-dire que ou bien on fait du business et on gagne, ou bien on est en train de distraire les uns et les autres. Et dans ce schéma, c'est l'immigration qui s'installe, c'est la pauvreté qui s'installe, c'est des guerres qui n'ont même pas lieu d'être qu'on va créer et qu'on ne pourra pas après arrêter. Et donc, ce n'est pas la peine. Soit on s'attaque carrément à la pauvreté et là, on rentre dans les schémas de business. Le Coréen n'a pas besoin d'être une menace parce qu'on peut l'aider à se développer. Tout de suite, il allait en Arabie Saoudite. Et il a été capable d'avoir 396 milliards de dollars de business. Et donc, on peut garder des bases là-bas puisque c'est rentable. Et on vient en Europe, on regarde le check-in. Il doit 800 milliards à l'Allemagne. Il se rend compte que l'Allemagne est en train de dealer pour quelques 200 milliards de gaz avec la Russie. Il dit, du coup, la Russie n'est pas un ennemi, c'est un concurrent. Donc, si vous avez faire du business, vous saurez aussi vous protéger vous-même. Donc, à un moment donné, ce n'est que des leçons de réalisme et de pragmatisme et de vision du monde. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Est-ce que dans la mondialisation, on ne va plus faire de... Parce qu'il disait America First. Aujourd'hui, les gens disent que c'est America Only. Et parce que aussi tous les clignotants économiques sont ouverts aux États-Unis. Parce que si c'était un illuminé tel que moi je l'ai présenté au début, la souffrance allait commencer par le peuple américain. Et il nous a démontré qu'il n'est pas aussi fou que ça. Comme disent les Espagnols, ningún tonto se muerde de los dedos. Il a commencé d'abord par chez lui. Et je pense que c'est la grande leçon qu'il veut donner à tous les dirigeants du monde. Commencez d'abord par nourrir vos peuples, commencez d'abord à assurer vos propres sécurités et après,
on peut demander qui est le gendarme du monde qui en fait, qui n'en fait pas. J'ai pas envie c'est pas pour vous contredire, mais quand même, bon, on va pas passer d'une critique qui était peut-être infondée, parce que déjà, les gens remettaient en cause la légitimité et les capacités intellectuelles de Trump. Ça allait loin. On a fait quand même, je crois qu'on l'a fait ausculter, mais on va pas tomber dans l'angélisme béat. Effectivement, il change peut-être les lignes, les paradigmes aussi sont changer, on ne sait pas trop où on va. On voit qu'il y a du changement. Mais à dire de là que c'est sûr qu'on prend la bonne direction, non, on anticipe peut-être trop vite. On parle de cohérence. Seul au déroulé des événements tels que, depuis qu'il est là, les clignotants sont ouverts économiquement. On ne peut pas dire qu'il ne savait pas où il allait. Pour les Américains. Voilà, les clignotants sont ouverts. Aller provoquer des guerres dont l'issue est incertaine. En tout cas, Trump est en train d'être cohérent sur ce débat-là. Aller créer un petit machin 50 ans après, qui n'a même plus son actualité, et le faire financer par d'autres contribuables. Trump nous démontre l'incohérence. En quoi la Russie constitue une menace? Quand on voit même que sur le cas de la Syrie, c'est une histoire de gaz qui était en dessous, et il l'a compris. Donc, à un moment donné, c'est une saine, c'est ça aussi la politique, la saine appréciation des réalités. Être le gendarme tout-terrain du monde, pendant que les autres font du business. Quand il fait les 6 ou 7 pays principaux de cette planète ont une balance excédentaire. C'est-à-dire qu'il doit à ces pays-là. Quand il regarde, il se dit, mais moi, je ne peux pas être le gendarme du monde, alors que je dois en même temps. C'est-à-dire que ce que moi, je mets dans la sécurité, les autres le mettent dans le business. Moi, je ne pense pas que ce soit aussi incohérent que ça. Ça a failli être quand même Donald Trump, si c'est le gendarme, en tout cas, l'incendiaire ou le pyromane du monde. Je pense qu'on a eu raison de se poser des questions sur son état. Parce que nous avons l'habitude de prendre classique. Un chemin, et sur ce chemin, il y a un arbre qui est tombé sur le chemin. Nous avons tous pris l'habitude de contourner l'arbre. Donc, on trouvait tellement normal de contourner l'arbre que celui qui vient et dit débarrassons l'arbre, pour pouvoir passer par là, tout le monde se pose des questions parce que ce qu'il fait n'est pas conforme à nos habitudes. C'est exactement le même schéma. Les gens avaient l'habitude de gaspiller de l'argent et de prendre leurs armes pour aller en chercher autrement, par des voies pas très raisonnables. Et celui-ci dit non, au lieu d'aller prendre des armes pour aller chercher de l'argent, arrêtons d'en gaspiller, arrêtons de mettre de l'argent là où il n'en faut pas, parce que ça ne nous apporte rien de continuer à penser ou de créer des mythes de conflits là où il n'y en a pas. Aujourd'hui, la Russie est moins une menace pour l'Europe que l'Europe n'est une menace pour la Russie. Donc, ça ne sert à rien de continuer à garder l'OTAN. Si quelqu'un doit créer une force de défense, c'est la Russie qui devrait ressusciter le pacte de Varsovie, parce que la Russie n'est jamais allée imposer le communisme en Europe, sinon que les Européens ont voulu récupérer tous les États, les anciens pays de l'ex-Russie dans l'Union européenne. Donc, c'est plus l'Europe qui est une menace pour la Russie. Et Trump l'a compris. Et sur beaucoup de dossiers comme ça, on a toujours fait semblant. Parce qu'il y avait une pensée universelle ou ambiante qui faisait que on avait une façon de voir la chose. Par rapport, l'histoire a été écrite par les vainqueurs. Oui, et par rapport à la Corée du Nord, je pense que ce qui s'est passé, c'est ça qui montre en fait que le monsieur est beaucoup plus lucide qu'on ne pouvait le penser. Il a essayé de jauger pour voir qui il a en face. Et il s'est rendu compte que en face de moi, j'ai un homme, quelqu'un avec qui on peut discuter. Parce que qui lui ressemble. Il sait ce qu'il veut, il sait qui il est. Donc, ils sont passés de l'affrontement ou des joutes oratoires aux négociations. Parce qu'il a compris qu'en face, il a du répondant. Mais si ça avait marché autrement, c'est-à-dire, il se rend compte que, c'est pas quelqu'un qui est sûr de ce qu'il fait, etc., il n'aurait jamais engagé des discussions avec lui. C'est parce qu'il sait qu'il a en face désormais quelqu'un qui a une pensée, qui est capable d'agir de façon raisonnable, qui peut penser, négocier et sortir de là. Parce qu'il sait que ce n'est pas le fou qu'on lui a vendu. Ce n'est pas l'idiot qu'on lui a vendu. Oui, mais peut-être parce que lui aussi, il a été victime de ce cliché. Trump l'a dit récemment. Il appréciait beaucoup, particulièrement Poutine comme Kim Jong-un, parce qu'il pense qu'ils sont faits de la même trempe, c'est-à-dire des hommes directs et assez francs, comme Erdogan. Regardez, aujourd'hui même Macron tente de faire du Trump, parce que son dernier, quand il allait au Congrès, il a dit qu'il ne revient pas sur ses réformes, n'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui, Trump est en train de faire des émules. Comme il a dit, on sent qu'aujourd'hui, de plus en plus, ce sont ceux qui savent ce qu'ils veulent
quitte à se tromper, qui vont faire des résultats ou qui vont faire des échecs et le monde pourra progresser avec eux. La diplomatie hypocrite de velours où on est dans un mondialisme mou. Regardez Angela Merkel, aujourd'hui elle est dos au mur parce qu'elle n'arrive pas à trancher. Theresa May, Brexit dur, et d'ailleurs c'est pour ça qu'elle a été reprise par Donald Trump. Parce qu'au moins aujourd'hui on s'est dit quand on pousse, on voit ce qu'il y a derrière. Mais pendant 30 ans, 40 ans, le conflit israélien, on n'ose pas pousser, on ne progresse pas. Kim Jong-un, pendant 40 ans, il est capable de lancer une bombe. C'est un fou, c'est pas un fou, on ne sait pas. Donc pendant longtemps, que ce soit même l'Afrique, on ne sait pas. On va les laisser se développer seuls, on va penser pour eux, et France-Afrique est finie tout le temps. Et c'est pour ça qu'il a raison. Parce qu'on a passé tout notre temps, parce qu'il y a des hommes qui font les institutions, et il y a des institutions qui font des hommes. Mais pendant 60 ans, on nous a vendu des hommes faits par des institutions. Les Européens eux-mêmes, hier, dans leur débat, l'ont dit. On pensait que Trump, une fois au pouvoir, on allait pouvoir l'arrondir et autres. Mais il y a des gens comme ça. Quand ils arrivent, ils sont tellement puissants. Même le Mali dont vous parlez, mais sous Obama, qu'est-ce que les Américains n'ont pas donné comme moyen de renseignement, argent et autres, parce qu'ils ne voulaient pas voir Kadhafi prospérer sur son Union africaine et cet argent a été détourné. Voilà pourquoi aujourd'hui la France se retrouve seule au Mali. Les gens pensent que c'est un épiphénomène. Non, c'est parce que tout l'argent qui a été donné au Mali pour contrecarrer et ces groupes de djihadistes et terroristes n'a jamais pu être audité correctement. Et les États-Unis insistent là-dessus. Et c'est peut-être toutes ces leçons que Trump a tirées pour se dire qu'on ne va pas errer dans le monde entier en train d'aller se mêler de conflits sans trop savoir comment ça a commencé. Et quand nous, on a essayé d'anticiper, chaque fois, il y a des gens qui nous ont parlé de droits de l'homme, qui nous ont parlé de ceci et de cela. Et quand la guerre doit se faire, maintenant, ils se font entourer. Et puis finalement, c'est nous qui finançons le plus. Thomas Gessambi, malgré, on va dire, le mea culpa de vos confrères sur la question Trump, quoique Dr Ablonon, il avoue pas encore entièrement. Bon, avant de savourer votre victoire après cette émission, bien sûr, Thomas Gessambi, un petit mot quand même sur Trump, parce que effectivement, on peut se féliciter de certaines actions, mais on ne sait pas encore où tout cela va nous mener, il faut le dire. Oui, je pense que on peut insulter toutes les intelligences sans commune mesure, sauf quand même l'intelligence des Américains. Je pense que ils ont les meilleures universités en matière de puissance, ils sont en tête. Et est-ce que... Ce ne sont pas des indicateurs. Ils ont des temples, je pense, et ils n'ont même pas honte. Ils ont appris de la Grèce, que ce soit leur bâtiment, ils ont beaucoup appris et ils sont les premiers au monde. Donc, je veux dire que de tels citoyens se donnent un président et de là à traiter ce président de tout le nom, ça me pose un problème. Ça, c'est d'un. Je veux dire que ce n'était pas de la loterie. Je pense qu'il faut à beaucoup de chefs d'État d'aller à l'école de Trump, savoir d'abord gérer quand même une échoppe, un magasin, avant de pouvoir gérer le destin de tout un pays. Prendre un héritage et ne pas le gaspiller, ne pas le dilapider, mais le fructifier à quelque chose de méritoire de sa part. Mais en même temps, aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les plus forts sont ceux qui savent dissimuler le mieux, où c'est l'hypocrisie qui a droit de citer. Dans ce monde-là, il y a quand même un homme qui n'a pas peur de se retrouver seul face à un bloc qu'on ne saurait qualifier. Et il le dit en avant, comme les Américains l'ont toujours fait, ils ont dit à Kadhafi, on arrive. Ils ont pris des images de Kadhafi et ils lui ont montré. Lui, il dit, quand je viens, c'est pour les Américains. Et je vous le dis, tout ce qu'il a promis avant d'arriver, il n'y a pas encore mis une croix. La question même de la clôture qu'on pense inimaginable là, a toujours droit de citer, voilà, est toujours d'actualité sur son agenda. Donc il arrive, il trouve que au lieu de passer par 4 chemins pour l'épanouissement des Américains, il faut que l'argent des Américains profite aux Américains. Les Américains ne sont pas seuls au monde. C'est-à-dire que ce que vous dites, on l'entend. Même là, on reconnaît que sur certaines actions, ce qu'il fait, c'est intéressant. Mais comment vous expliquez, il reste quand même le président le plus impopulaire dans le monde. Alors que nous avions peut-être un génie politique qui s'appelait Obama, quand il allait en Russie, il préférait beaucoup plus avoir une audience auprès du Premier ministre Vladimir Poutine qui était là, plutôt que le président russe qui était là. En fait,
Ils savent que le président russe est un homme qu'il est incontournable. Il est incontournable, donc comment jouer avec lui? C'est ce que Donald Trump fait, il ne fait rien d'autre. Depuis son élection, on a toujours voulu le mettre en palabre avec la Russie pour dire tu as traité avec les Russes, alors que vous-même, vous allez acheter à coups de milliards du gaz avec le même Russe. Vous qui êtes le premier de l'Europe, on va où? Non, il a dit oui, en réalité, 37% des approvisionnements de l'Allemagne en gaz proviennent de Russie et dont 70%. Lui, il avait affirmé 70%, mais c'est pas vrai, c'est 37%. Mais effectivement, il y a un jeu de dupes. Vous-même, vous venez de le dire. Hier, eux-mêmes, les mêmes Occidentaux sont choqués que Donald Trump donne des leçons à Angela Merkel ou à Theresa May. Et après, eux, ils veulent aller donner des leçons d'immigration aux Américains et aux présidents. C'est un non-sens. Aujourd'hui, la politique qui divise le plus l'Europe, c'est celle de l'immigration. Mais vous n'êtes même pas bien placé pour parler de quoi que ce soit. Chacun règle, parce que même votre globalisation, là, mais Donald Trump est en train de nous donner des vraies leçons. On dit penser global, agir local. C'est tout. Alors que les Européens nous ont montré qu'ils font semblant d'agir mondialement, mais ils n'agissent nulle part. Quand on attend la communauté internationale quelque part pour agir, ils ne sont jamais là. Ils attendent quand leur tontine est en train d'avancer pour venir se présenter comme des sauveurs du monde. Mais agir, quand nous aujourd'hui, nous posons les problématiques de l'immigration en Afrique, quand nous posons les problématiques de nos jeunes qui sont à 70% au chômage, quand on pose les problèmes d'aider l'Afrique en Afrique pour éviter cela, où sont-ils? C'est ça l'action. Nous sommes dans l'action dans nos pays. Mais ils ne viennent que pour nous donner des leçons. Et c'est ces leçons qu'ils ont tenté de donner à Donald Trump. Mais aujourd'hui, ça s'est inversé. Puisque Donald Trump a su se faire passer pour un incohérent, bien consolider l'économie de son pays. Et aujourd'hui, il montre qu'il peut traiter quasiment de manière unilatérale avec chaque pays du monde. Il ne craint aucun bloc, à commencer par le traité même de l'Amérique là, avec le Canada et comment on appelle ça, le Canada et le Mexique, qui semblent être le premier partenaire économique au monde. Il a montré que même ceux-là, quand on fait America First ou America Only, ça peut se contourner. Et fort de cela, il démontre aux uns et aux autres aujourd'hui que, ou bien, du point de vue du business, vous êtes capable d'apporter, ou bien vous devez revoir vos copies. Peut-être que c'est l'Occident qui est perturbé, mais j'ai l'impression que lui, il est dans une logique quasi implacable. Il sait là où il va. Oui, il ne navigue pas à vue. Docteur Leblanc. Non, contrairement à ce que disait tout à l'heure Thomas, je ne rebondis pas. Je ne bondis pas pour... Oui. Mettez fin à cette exaltation. Oui, non, bon, je me disais quelle aubaine pour Thomas de célébrer sa victoire. Alors, en fait, non, pour revenir à notre débat, je pense que il y a une réalité. Depuis la guerre froide, puisque la guerre, comme on l'appelait, est une guerre froide, donc en fait c'est une guerre de posture. C'est une guerre de posture qui a fabriqué une diplomatie de posture. Et depuis un siècle, en fait, le monde évolue dans la posture. Rien n'est à sa place, c'est-à-dire on invente des choses, des mythes, on s'imagine des ennemis, on se crée de la puissance ou de la valeur, et puis on surfe, enfin on évolue un peu sur de l'irréel. Et là, je pense que Donald Trump est en train de poser la balle à terre pour qu'on évolue réellement, ou du moins qu'on avance dans une vraie diplomatie de la réalité. Quelle est la réalité du monde d'aujourd'hui? Ça signifie quoi aujourd'hui les relations transatlantiques? Ça signifie quoi les relations traditionnelles entre les États-Unis et l'Europe? Ça signifie quoi? C'est basé sur quoi? C'est basé jusque-là sur l'impensée culturelle sur l'impensée d'une homogénéité culturelle entre les États-Unis et l'Europe. C'est basé sur l'idée que les Occidentaux sont toujours amis des plus forts. C'est basé sur l'idée qu'il y a un monde occidental à part qui est un paradis, un cocon sur Terre, et tout le reste, c'est des menaces, c'est des barbares, et il faut se protéger contre. Mais ces barbares, on peut aller les piller quand on en a besoin. Ouais. C'est basé sur l'idée que les autres n'ont pas besoin de développement, les autres ne savent pas ce qu'ils veulent. C'est nous qui savons tout, c'est nous qui sommes rationnels. Et donc, on peut continuer à produire de la guerre, enfin, de la conflictualité chez les autres, et continuer à vivre dans notre cocon sans
sans souci. Tout cela sous le parapluie américain. Donc, c'est basé en fait sur une perception du monde qui est très loin de la réalité. Et cette perception du monde, évidemment, parce qu'elle n'est pas réelle, coûte cher. C'est parce qu'il faut entretenir un mythe. Pour entretenir un mythe est plus cher qu'entretenir la réalité. Donc aujourd'hui, les gens ont vécu comme si l'Europe était protégée de toute forme d'attaque parce que l'Europe est un paradis sur terre sécurisé. Et quand les Européens parlent c'est un peu comme si c'est une exception mondiale d'avoir 28 pays unis au sein de l'identité hybride. Voilà, et puis qui fonctionne très bien. C'est une exception culturelle européenne, c'est une fabrication occidentale, alors etc., que la réalité aujourd'hui, c'est qu'on sait qu'il y a des pays qui ne doivent leur essor qu'au fait qu'ils sont capables d'aller fabriquer de la guerre ailleurs. Des pays qui aujourd'hui entretiennent leur niveau de vie parce qu'ils sont capables d'aller produire de la misère ailleurs. Des pays qui sont capables aujourd'hui de se déployer à travers le monde parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui leur garde, qui leur assure la sécurité chez eux. Donc c'est un peu des contradictions mondiales dans lesquelles on a évolué depuis la guerre froide, qui se sont perpétuées à la fin de la guerre froide et qui ne permettent pas aujourd'hui une vraie lecture du monde. Parce que ce que Donald Trump a perçu, ou a mieux saisi que tout le monde, c'est qu'en réalité, alors que l'Europe continue de se regarder le nombril, la puissance économique n'est plus en Europe. Alors que l'Europe continue de se croire le plus beau, de se regarder dans son propre miroir et de penser que tout va bien, aujourd'hui, l'économie mondiale n'a plus son centre en Occident. Donc, à un moment donné, soit on se gargarise de perpétuer un héritage ou du moins c'est l'image ou les mythes du passé, ou alors on rentre dans la réalité du monde d'aujourd'hui. Et la réalité du monde d'aujourd'hui, c'est de pouvoir négocier tranquillement avec la Chine. C'est de faire du business avec la Chine et non de continuer à penser que la Chine est une menace pour tout le monde. C'est de faire du business avec la Russie, avec les pays arabes et ne pas penser qu'on doit continuer à jouer au gros bras. D'accord, bon, pour un peu aller dans votre sens, la France vient d'être dépassée au rang du 6e pays mondial par l'Inde officiellement. Mais de 5e à 6e. Ouais, l'Inde est passée devant la France en étant 5e puissance mondiale et la France est... Alors, ce que vous dites c'est vrai, mais bon, votre vision de business là, Mais moi, je suis d'accord parce qu'aujourd'hui, si on vous dit que la France, l'année dernière, en 2017, la France a vendu 80% d'armes à l'Afrique. Mais si vous voyez ces chiffres-là, pour venir entretenir le mythe de guerre de pauvres par rapport à l'aide publique au développement, qui fait qu'il y aurait zéro guerre, au sens où, si chacun a une occupation saine, nous avons des forages, nous avons l'éducation, nous avons la santé. Et aujourd'hui, on le voit dans les votes. L'Africain vous dit que pourquoi j'irai voter pour eux puisque mon quotidien ne va pas changer. Ça veut dire qu'il n'est pas prêt à aller mourir. C'est vraiment contraint, n'ayant plus le choix. Et comme tout être humain qui se lance à corps perdu dans des djihadismes. Mais si vous n'êtes pas capable pour des postures de démocratie, c'est nous qui pouvons amener la démocratie, c'est nous qui pouvons avoir des bases militaires, c'est nous qui pouvons, vous êtes les sauveurs. Mais dans les dents, vous ne dites pas que ça vous permet de vendre 80% de vos armes. Et si on met le montant... Les États-Unis, ça n'échappe pas aux États-Unis, ça non plus. Non, mais aujourd'hui au moins, moi je pense qu'on est en train de discuter de ça. Si Trump fait l'effort de dire, avant de parler de sécurité, je veux voir clair dans vos schémas de business. Moi, j'étais en France en 79, 80, 81, quand les gens disaient que c'est normal que l'Allemagne soit forte parce que l'Allemagne n'a pas d'armée officiellement. Et aujourd'hui, ça se voit puisque dans l'OTAN, l'Allemagne cotise à 1,2% de son PIB. Ça veut dire que ceux qui sont à 3,5 tels que l'Angleterre ou à ceux qui sont à 1,8 tels que la France, ils mettent plus d'argent stocké dans ces choses-là. Donc, à un moment donné, on doit quand même reconnaître à quelqu'un d'avoir le courage de dire qu'avant d'aller faire la guerre, permettons aux uns et aux autres de faire du business. Ne regardez pas business dans le sens de l'enrichissement forcément, mais au moins business, c'est le développement qu'il y a en dessous du business. D'ailleurs, Macron l'a dit au Congrès, il dit qu'avant de parler de partage du gâteau, il faudrait que le gâteau soit existant. Voilà pourquoi je dis que quelque part, Trump est en train de faire des émules. Parce que si aujourd'hui, Macron parle de gâteau, ça veut dire que la notion, cette posture-là, qui est faite sur un mythe,
le mythe de pouvoir protéger toute l'Afrique, alors qu'on ne peut même pas arranger la situation du Mali. Mais il y a un problème. Il faut qu'après, un jour ou d'autre, redescendre sur terre. Alors, oui, et surtout, un mot là-dessus. En fait, je pense que ce que fait Donald Trump doit se répercuter, ou du moins doit avoir une résonance encore plus forte dans nos têtes, et surtout dans nos têtes d'Africains. Parce que, sérieusement, je pense que nous avons été trop victimes de ce schéma de la guerre froide. Nous sommes restés des États alliés, même quand nous avons déclaré à grand renfort de cris au sommet des non-alignés que les États africains ne sont pas alignés. Les États africains sont très alignés. Aujourd'hui, c'est vrai. Aujourd'hui, nous sommes restés, vous imaginez le plus gros scandale, enfin, ce que j'ai toujours trouvé, le plus gros scandale quand l'ONU parle de la démocratie à travers le monde, alors que c'est l'institution la moins démocratique au monde, où les États africains continuent d'être sous tutelle officielle à l'ONU. Le système de tutelle est resté dans la charte de l'ONU. Ça veut dire que pour régler les problèmes des pays francophones, la France doit intervenir. Donc, voilà, donc ce schéma-là de la guerre froide doit avancer. Et c'est aujourd'hui ce à quoi Donald Trump est en train de nous appeler. C'est l'exemple qu'il est en train de nous donner. Il n'y a pas d'accord immuable. Il n'y a pas de relation traditionnelle. Ça signifie quoi, les relations traditionnelles? Et on est toujours là dans ce schéma. Dès qu'un chef d'État européen vient dire en Afrique, ah oui, nous avons des relations traditionnelles, etc. Tout le monde est content. Ça nous dit quoi, les relations traditionnelles? Les relations traditionnelles, c'est les relations d'exploitation. Parce que c'est des relations qui ont été tissées à des moments où nous n'étions même pas capables de dire ce que nous voulons. Même si aujourd'hui la donne n'a pas trop changé, quand même il y a eu une forme de mutation dont il faut tenir compte. Donc aujourd'hui, il faut que les gens comprennent que le 21e siècle, ou du moins, ne peut pas continuer à être un pur produit de la guerre froide. Il faut que le paradigme de la guerre froide, qu'on en finisse. Ça fait 30 ans que la guerre froide est terminée. Il faut qu'on en finisse et il faut que les Africains prennent leur destin en main. Un chef d'État, Kagame, pour ne pas le nommer, disait qu'on n'a pas besoin de babysitter. Et c'est clair. Parce que qu'est-ce que ça nous apporte? Ça fait 60 ans d'assistanat. Ça nous a apporté quoi? Donc, il faut que nous ayons le courage de dire, puisque ce schéma n'est pas bon, il faut qu'on le change. Et c'est ce à quoi Donald Trump nous appelle aujourd'hui. Mais il faut, c'est des incantations. Ce sont des liens de subordination quasiment hiérarchiques, j'ai envie de vous dire, que l'Afrique entretient avec les puissances occidentales. Donc, pour en sortir, comment on fait? À part faire table rase du passé. D'abord, les grandes choses commencent soit par les incantations ou par les psalmodies. C'est-à-dire, il faut qu'à un moment donné, on commence par parler. Il faut commencer à exprimer les choses, à les penser d'abord et puis à les exprimer. Et puis, le moment viendra. On désespère trop vite en Afrique. Les Européens, quand ils ont des problèmes, ils les traitent méthodiquement en faisant un choix de priorité. À un moment donné, la France a eu l'impression que pendant 60 ans, elle a été bernée par sa classe politique. Ils les ont liquidés par un seul nouveau venu aventurier et puis ils veulent voir clair dans cette histoire. Ils ne se sont pas posé 1000 questions. Mais il n'y a que l'Afrique, dès qu'on veut changer, on nous pose tous nos problèmes à la fois et on nous dit, vous commencez par quoi? Et du coup, on n'agit plus, on est tétanisé. Non. Les Européens aussi, les Américains, ils en ont eu assez. Des gens qui ont chanté une Amérique forte qui n'en a jamais été. America First qui n'ont pas pratiqué. Ils ont essayé un fou et ils sont en train d'y aller. Non. C'est une manière de dire quoi? C'est une manière de dire que si aujourd'hui, nous, Africains, on prend conscience avec Trump, que ceux-là qui ont passé tout leur temps à donner des leçons, et même qui ont colonisé l'Amérique, qui sont leurs rejetons, les gens qu'ils ont envoyés mourir, sont ces gens-là sur qui ils comptent aujourd'hui pour manger, pour les protéger. C'est la dialectique du maître et de l'esclave. Et aujourd'hui, Trump est en train de leur montrer que relations traditionnelles, ça ne veut strictement rien dire. Ou bien vous avez quelque chose dans la corbeille, ou bien vous n'avez rien. La preuve, l'Asie est en train de manger le monde entier. Aujourd'hui, le premier partenaire de l'Afrique s'appelle l'Asie. Mais en 60 ans, est-ce que c'est possible? Si on était rentré dans des relations win-win, on se serait développé aux côtés des Occidentaux. De telle sorte que pendant 60 ans, on aurait co-évolué ensemble. Mais la Chine, même qu'on ne cite dans aucun paradigme, ce sont les premiers investisseurs. Ils ne nous ont pas colonisés. Je ne dis pas que ce sont les meilleurs. Mais comment ils ont pu, alors que vous êtes là pendant 60 ans en train d'assurer la sécurité, de nous fournir de l'aide publique au développement et autres, ils vous supplantent sur le terrain économique. Alors qu'aujourd'hui,
le vœu de tout le monde sur la terre, c'est de s'épanouir, au moins d'abord économiquement. Et lorsqu'on dit que, par exemple, en 1958, et puis après ça, Thomas va prendre la parole, lorsqu'on dit en 1958, le Ghana et la Corée du Sud avaient le même PIB, et que 60 ans plus tard, les choses ont bien évolué, vous pensez que c'est seulement la faute du Ghana? Ce n'est pas que la faute du Ghana. Il faut tous ces gens-là qui ont été partenaires au développement au Ghana doivent se sentir responsables. Quels ont été les vrais objectifs de ces partenariats-là? Et ce qui est vrai pour le Ghana et pire dans les autres pays. Donc c'est pour dire que il faut que vraiment on mette la balle en tête. Il faut qu'on réfléchisse. Parce que ça, si vous attendez ça, on va attendre longtemps. Ils vont ni s'excuser, ni changer leurs habitudes. Non, nous on les met même pas dans notre schéma. Mais en attendant... Là, vous me donnez l'opportunité de dire que Dr Blonon est bien inspiré quand il dit que des pays non alignés, nous sommes les pays suralignés sur ceux qui dirigent le monde. Je pense que c'est dans ce même studio avec les mêmes acteurs qu'on avait échangé sur l'élection de Macron qui était en cours. Et je pense que on a dû entendre certains de nos dirigeants dire on espère que là il est arrivé, il va penser à l'Afrique et vraiment il va aider les Africains. Bon, on en arrive ici et je pense que c'est ce qui se poursuit, plus ou moins. Malheureusement, le monde a souvent changé aussi avec des fous, comme Hitler, peut-être si c'est pas le bon exemple. Oui, je pense pas. On cite Donald Trump de malade, est-ce qu'il se porte bien? Mais par contre, il sait là où il va en dénonçant l'hypocrisie, là où il faut la dénoncer. Et je pense que les États-Unis ne s'en portent pas mal. Et je vous assure que sa réélection va se faire aussi facilement qu'on peut l'imaginer. En même temps, vous voyez, c'est ça aussi la contradiction européenne, qui parle de globalisation, qui parle de communauté européenne, et c'est au sein de cette communauté que la misère sévit plus. De sorte que c'est maintenant à un repli que les différents membres de cette communauté ont recours. Vous allez en Italie, ils disent vraiment nous sommes fatigués. C'est exactement ce que j'allais vous dire, c'est-à-dire que si on parle de personnalités politiques qui ne sont plus dans l'hypocrisie ambiante ou précédente, Trump finalement n'est pas le seul. Il s'inscrit dans un courant qui n'a toujours et peut-être ne touchera jamais l'Afrique. On peut s'interroger sur la question. Parce que c'est lui que le projecteur éclaire en ce moment, c'est tout. Sinon, ils sont nombreux les acteurs. Je suis d'accord encore avec lui parce que tout commence par une prise de conscience. Nous, on ne savait pas qu'aujourd'hui, de manière publique, à coup de tweets, qu'on pouvait donner des leçons à Macron, à Merkel et à Theresa May. Toi, sors, toi, rentre. Toi, il y a 7 mois, je t'ai dit que ton PIB, tu devais prendre 2% ou 4% de ton PIB pour ta propre sécurité. Mais laissez-nous quand même le temps de digérer que, quel que soit le maître, il y a toujours un autre maître. Ça veut dire qu'on ne doit son salut qu'à soi-même. Trump a dit à Macron, sors de l'Union européenne. Il a démenti, mais on sait que lui, il dit ces choses correctement. Et quand on dit 70% d'Anglais sont contre sa venue. Mais il y a des gens qui reconnaissent que quand il dit America First ou America Only, actuellement les Américains sont en train d'être heureux. Et quand il dit que le Brexit dure, ce pourquoi les Anglais ont voté, ce n'est pas ce texte-là qui est écrit. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, il veut des gens en face. Parce que la tergiversation, je suis là-dedans, je ne suis pas là-dedans. Le Royaume-Uni, l'Irlande, après on regarde le business que vous faites avec chacun. Donc, ça veut dire que les choix, tout choix implique des renonciations. C'est pour ça que je suis d'accord avec lui en disant la vaste hypocrisie mondiale, il faudra qu'on voit clair. Qui gagne quoi avec qui? On l'a dit, les États n'ont que des intérêts. Les États n'ont que des intérêts. Même nous aujourd'hui, nous ne demandons pas la lune à nos chefs d'État. On sait qu'ils ont des problèmes. On sait qu'ils sont dans des systèmes. On sait qu'ils sont dans des tontines. Mais au moins, si aujourd'hui Trump leur permet de faire des tentatives, ça sera déjà quelque chose. Et toutes les tentatives commencent d'abord par des paroles, par des visions, par des actes. Nous, on ne savait pas que à coup de tweet, on pouvait gouverner tout seul le monde entier. Parce que les gens étaient cachés derrière des groupes.
Union européenne, AGOA, etc. Et c'était immuable et c'était incontestable. Mais Trump, peut-être que justement dans le cours de diplomatie, ça va pas être l'exemple. Hein. On a l'impression que tout le monde a peur à coup de tweet, comme vous dites. il peut faire et refaire des alliances. Et surtout, ce qui est drôle aussi, c'est que quand même, messieurs, vous avez vu comment ils agissaient tous autour de Trump. Il esquivait. Alors Trudeau, qui fait semblant de pas le voir. Après, l'autre qui se tourne. Parfaitement. Tous, ils faisaient semblant de pas voir Trump parce qu'ils avaient peur de ça. Ils avaient tellement peur de la réaction de Trump. Même Poroshenko, de la Crimée, qui s'est senti tout puissant, hier se faisait tout petit et il a dit non, lui, il n'osera rien dire comme commentaire à propos de Trump. Oui. Ah, mais c'est ça, vous avez l'air tous d'avoir peur de lui. Oui, ça veut dire qu'il se reproche quelque chose. Quand vous êtes devant quelqu'un que vous avez peur, c'est que vous reprochez quelque chose. Il se reproche leur hypocrisie. Ils savent tous, parce que jusque-là, il y a une chose qui fait que on a comme l'impression que Trump c'est un surdoué. C'est qu'il ne fait que dire la vérité. Oui. Donc, il ne fait aucun effort. Dans un monde hypocrite, il ne fait aucun effort. Et quand vous dites la vérité, dans ces conditions, on a l'impression que c'est un gars qui réfléchit extraordinairement bien. Mais en réalité, c'est juste parce qu'il dit à chacun ce qu'il est. C'est tout. Et il prend même les Blancs à leur propre jeu. Quand il s'agit de l'Afrique, on entend toutes sortes de chiffres sur la misère, sur les dollars. Mais Trump ne fait que la même chose. Toi, 880 milliards de dollars, ça dit c'est les mêmes chiffres et c'est ça la réalité. Parce que quand Trump parle, personne ne dit que ce qu'il dit est faux. Et il n'y a que ceux qui n'ont jamais aimé la lumière qui rasent les murs. Parce que les mêmes choses qu'ils font avec l'Afrique, quand il s'agit de l'Afrique, on entend toutes sortes de chiffres. Et tout à l'heure, vous venez de dire quelque chose qui quand même nous interpelle. L'Inde, bientôt 2 milliards d'habitants. 6e puissance mondiale. On a la Chine, première puissance économique mondiale. Donc, il y a aussi une puissance démographique. Et l'Afrique, horizon 2050, aura les mêmes 2 milliards. Ça veut dire quand même on n'est pas puissance, il y a un problème. Il y a une autre réflexion que nous devons mener sur le développement. Oui. Parce que ce n'est pas qu'il n'y a pas de la misère en Inde. Parce qu'il y a de la misère en Inde. Parce que comme il y a de la misère en Europe, comme il y a de la misère aux États-Unis. Mais nous, les Africains, on nous renvoie chaque fois à notre misère. Exact. Nous ne regardons que notre misère. Et pendant que nous regardons notre misère, d'autres sont en train de regarder nos ressources. Donc, à un moment donné, non, c'est vrai. Parce que ça veut dire que nous devons comprendre que notre développement, ce n'est pas aux autres de nous le dire. Ce n'est pas aux autres de fabriquer les indicateurs. Et ça, on l'a souvent dit ici. Ce n'est pas à eux de nous dire vous êtes pauvres. Nous-mêmes, nous savons que nous sommes pauvres. Parce que le Nigeria vient de lancer une rame de métro. Qui en a parlé? Parce que le Ghana vient de créer des véhicules. Qui en a parlé? C'est-à-dire que chaque fois, la Côte d'Ivoire vient de lancer un centre de calcul, l'un des plus sophistiqués. Qui en a parlé? La RDC va lancer le sien. Le Sénégal va lancer le sien. Mais quand c'est comme ça, le numérique, aujourd'hui, le numérique a fait son plus grand boom en Afrique par rapport au monde entier. Mais qui en parle? Ça veut dire que quand il y a des succès, on minimise et on revient encore pointer les caméras sur la pauvreté. Non, mais sans minimiser, le problème aussi, on l'a dit ici, les taux de croissance sont presque à 2 chiffres. Bon, après, c'est normal vu la situation. Parce que, qu'est-ce qui fait finalement les taux de croissance qu'on a, nous? C'est les infrastructures. Bon, en France, même s'ils modifient les routes, ils ne vont pas en construire. Je veux dire, tout installer. Ils ne peuvent pas faire en Europe des taux de croissance que l'on a. Ils ne vont pas créer faire des New Deal pour la population. Oui, mais maintenant, elle n'est jamais inclusive ici. Donc, même quand vous nous dites, ils font des métros, ils font des ci, ils font ça. Bon, je reviens à ma première... D'abord, qui est-ce qui calcule ces taux de croissance même? Parce que les armes, là, on ne nous a jamais dit. Quand c'est le développement... Quand c'est de notation. Moi, je serais curieux de savoir les 80% d'armes vendues à l'Afrique. Les 80% de production de champagne vendue à l'Afrique. Regardez ces deux symboles. Des pays qui, soi-disant, comme vous le dites, sont des pays de misère, mais qui arrivent à s'acheter des armes, qui arrivent à s'acheter du champagne. Mais si symboliquement, un jour, l'Europe ne fait pas son introspection, je pense que Trump a raison de les traiter comme des élèves de la maternelle. Parce que c'est ça l'hypocrisie. Oui, est-ce que du point de vue du bon sens, on peut concevoir que l'Afrique achète des armes, à hauteur de 80% des armes produites ou exportées de l'Europe, de la France principalement, rien que celui-là, et du champagne. Et ces chiffres sont là, 80%. Des armes et du champagne. Vous voyez. J'avoue que ce que nos deux consultants, le politologue et le sociologue, disent est tellement juste que je me demande si j'ai besoin d'un reportage pour en rajouter.
Alors qu'on parle d'aide au développement en dessous, c'est nous qui vendons les armes, qu'il faille rembourser. Et, on a des dettes. Oui, vous voyez, j'avais eu l'opportunité d'échanger avec un chauffeur de taxi en France. Il me dit, vous venez d'où? De l'Afrique? J'ai dit oui. Il dit, ah d'accord. Vous venez de la Côte d'Ivoire? J'ai dit oui, d'accord. Ah ok, et la guerre? D'accord. Et lui-même me dit, d'accord, vous savez combien de temps vous allez mettre pour rembourser à la France son soutien? Voilà. Parce que nous, il a fallu que le général de Gaulle demande finalement le montant exact que la France devait payer aux États-Unis pour que les Américains laissent définitivement la France commencer à construire son développement. Et c'est ça le problème. On en revient à la souveraineté. Mais là où je vous dis qu'il y a de l'espoir, c'est la démocratisation. Je ne sais pas comment ils l'ont pensé, mais la chose devient irréversible et irrépressible. La démocratisation des supports de communication dans les réseaux sociaux, qui nous permettent aujourd'hui de faire toutes sortes de comparaisons. Et je vous le dis, il est aujourd'hui difficile de manipuler l'information. Et on lève le lièvre même à partir des réseaux sociaux aujourd'hui. Le temps que le gouvernement lui-même n'apporte des éléments de réponse. Et je pense qu'on est dans une nouvelle dynamique. Où la jeunesse devient pratiquement une de façon planétaire. Peut-être que les limites des frontières sont encore là. Mais le gouvernement d'aujourd'hui aura beaucoup plus de fil à retordre que le gouvernement d'hier. Où on pouvait manipuler l'information, on pouvait cacher l'information. Et ça me donne un réel espoir. Nous sommes d'accord, mais ce qui est de plus inquiétant, voire criminel dans notre époque, c'est qu'effectivement, on a la possibilité de diffuser l'information à tout moment. Mais on a encore ce mensonge étatique et honté à la population. C'est vrai que la société ne peut pas changer du jour au lendemain. Les questions de souveraineté sont des questions qui se négocient. La preuve, les Occidentaux ont bénéficié, comme il a dit, depuis un siècle, de cette hypocrisie-là, de posture et autres. Mais aujourd'hui, ils sont en train de se dévoiler. Et si vous avez remarqué maintenant, les informations d'Afrique parues sur nos réseaux sociaux sortent plus rapidement en Europe qu'avant. Et de telle sorte qui amène même nos chefs d'État à parler même de ces réalités-là. Voyez-vous, alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Avant que Paris ne se saisisse d'une information, ils vont chercher à rentrer dans les diplomaties, voir un peu ce que les ambassadeurs disent, en pensent, essayer de parler, de dire à nos chefs d'État, essayer de nettoyer rapidement les traces de ceci ou de cela. Mais aujourd'hui, pratiquement tout ce qui apparaît sur les réseaux sociaux en Afrique est pratiquement traduit en temps réel sur TV5 ou France 24. Et du coup, les dirigeants, et du coup, ça pose la question de la souveraineté. Ça veut dire qu'à un moment donné, nos chefs seront obligés, souveraineté ou pas, de se saisir des questions que nous-mêmes nous leur posons. Parce qu'eux-mêmes se rendront compte que de plus en plus, les Européens ont allé balayer devant leurs portes. Parce que cette question de l'OTAN, où ils ne sont pas encore clairement situés, cette question de, comment on appelle, de l'Iran, et qui va les impacter, cette guerre douanière commerciale sur toutes sortes de produits, et Trump vient de menacer encore sur l'automobile et autres, et la Chine vient de menacer sur le soja, à un moment donné, qu'on le veuille ou pas, ça sera chacun pour soi. Et forcément, dans ce chacun et Dieu pour soi, tous. Et Dieu pour tous. Et donc, la question de souveraineté, c'est vrai que le parapluie ne servant plus à me couvrir pour la pluie, contre la pluie, je me vois mal en train d'enlever le parapluie sur moi, ma communauté, puisque nous l'avons dit, la misère s'installe en France, en Allemagne, un peu partout aujourd'hui. Donc, on ne va pas prendre l'argent du contribuable français pour venir secourir les Africains. Donc, de plus en plus, on sera obligé, souveraineté oblige, de demander aux uns et aux autres de faire face à leur propre opinion publique. Dernière réaction, messieurs, avant de clore le débat. Oui, c'est un peu paradoxal parce que on se rend compte qu'en fait, qu'il y a une catégorie de bienfaiteurs qui veulent à tout prix aider des gens qui ne veulent pas de leur aide. Donc, je ne sais pas dans quel monde nous sommes. Parce que... c'est à l'insu de mon plein gré. Ceux que vous aidez, ceux que vous voulez aider à tout prix, vous supplie de les laisser se débrouiller, mais vous voulez à tout prix les aider. Et là, on découvre, et c'est ça qui est intéressant dans ce que Trump nous montre, on découvre que en réalité, vous-même, vous vous faites aider, mais vous vous faites même baisser par d'autres. Et c'est vous qui voulez porter les autres sur votre genou, alors que vous-même, vous êtes sur les genoux d'autrui. Donc, je pense qu'à un moment donné,
les choses rentreront naturellement dans leur rang. Thomas Guessambi, pour conclure, peut-être encore sur Trump, qu'est-ce qui nous attend? Non, sur Trump, comme nous autres, l'Évangile nous l'enseigne, c'est de prendre toujours le bon côté de ce qu'on reçoit d'un homme. Moi, je n'irai jamais dire que Trump est parfait. C'est le seul génie que le monde n'ait jamais connu. Non, je dis, c'est un homme courageux. C'est un homme qui est en train de faire ses preuves. Il dit par moments, il se dédie. Moi, personnellement, je prends ce qui est bon en lui et j'avance avec. Tout ce que, pour moi, on pourrait copier de lui, c'est son courage. Son courage de prendre position sur des faits qui demandent plus de courage. Sur beaucoup de questions, on n'a pas dit que sa prise de position est juste, par exemple, sur le cas d'Israël, par exemple, sur le nucléaire iranien. On n'a pas dit que sa position est juste, mais au moins, il prend une position. Contrairement à certains il met fin au statu quo, c'est ça que vous voulez dire à chaque fois? Il met fin et il agit. Voilà. Il fait réagir. Quand il met le pied dans le plat, finalement, on trouve une solution. Il met le pied dans le plat, on trouve une solution. Et c'est quelques rares dirigeants de chez nous qui prennent ce courage. Bon, si on peut les encourager, mais en même temps, je vais dire, ils n'ont même pas besoin de supporters aujourd'hui. Pour moi, les réseaux sociaux vont apporter un grand changement dans la gouvernance en Afrique. Alors, on va finir avec les mots aussi de Trump. Dr Blond, peut-être il faudrait que vous les réagir. Donc, après des critiques acerbes contre l'OTAN et une montagne russe d'émotions infligées aux pays membres de l'organisation militaire, Donald Trump a estimé donc jeudi midi que le sommet qui s'achève à Bruxelles a été un grand succès. Je le cite, ça a été 2 journées fantastiques, a-t-il lancé avec le sourire. Tout s'est réglé en fin de compte. C'est la méthode Trump, c'est une méthode Coué. Mais on n'est pas à l'abri d'un tweet d'ici la fin du mois. Oui, on connaît maintenant la méthode. La méthode, c'est la déconstruction. Il déconstruit pour pouvoir reconstruire autre chose. Et peut-être qu'il n'a pas encore tous les éléments, tous les matériaux pour reconstruire, mais au moins il sait qu'il faut bâtir autre chose. Donc pour l'instant, on est dans la déconstruction. Et tant que c'est comme ça, tout le monde chacun sait où on va. Mais là, le point de victoire qu'il disait, c'est que Donald Trump s'est félicité du réinvestissement de 33 milliards de dollars américains dans l'alliance militaire qui aurait été convenu jeudi avec les 29 pays membres, selon ses dires. Les gens font croire aux gens qui n'ont cédé sur rien du tout. Et lui encore, il nous donne des chiffres. Parce qu'il a pu démontrer que pendant que vous étiez en train de faire les deals avec la Russie, voilà autant d'argent qui était perdu, qui pouvait venir dans mon économie. Et alors que c'est moi qui assure votre sécurité. Et celui que vous traitez d'ennemi, c'est chez lui que vous allez faire le business. Voilà. Mais c'est un chiffre qui n'a pas été encore toutefois confirmé par les autres. Oui, mais on a remarqué quand c'est des chiffres occidentaux, ce n'est jamais confirmé. C'est largement suffisant. Voilà. Si on peut même traduire ce que Donald Trump dit dans un langage plus neutre, c'est notre chocolat et vous achetez notre cacao et puis nous mangeons du chocolat plus cher que chez vous, donc on ne veut plus ça. Et c'est exactement la même chose. En fait, c'est exactement la même chose. Donc, vous ne pouvez pas continuer à faire du business avec quelqu'un et me dire de vous protéger contre la personne. Oui, ce que fait l'Allemagne avec la Russie et le gaz. Et ça, sur ça, nous, on vous rejoint parce que vous avez toujours dit que le monde est avant tout économique. Et je pense que c'est assez fondamental que lui est en train de venir. Parce qu'avant même de dire que je suis menacé par une arme, il ne faut pas être préalablement menacé par la faim. On est d'accord, mais il n'est pas que économique. Et on ne sait pas l'idéologie de Trump sortie du business. C'est ça aussi. C'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas s'emballer. Le monde ne se nourrit pas d'idéologie. L'idéologie nourrit le monde. Et tout le monde en a une. Oui, mais ce sont les postures hypocrites dont il a parlé. Donc, on vend des illusions à certains parce qu'ils viennent de découvrir le verbe. Et pendant ce temps, on mange dans leur sous-sol. Ça aussi, je pense qu'il faudra qu'on soit réaliste. L'Europe n'a pas arrêté de nous vendre des idéologies. Pourtant, eux, ils sont dans un matérialisme économique pur et dur. Non, je pense que, comme vous l'avez souvent dit ici, il a compris que tout le monde est libéral. Enfin, et comme on est dans le libéralisme, il veut faire du libéralisme dans la coopération et non dans la fabrication des clivages inutiles. Et c'est tout, et c'est ce qu'on appelle le néolibéralisme. Donc, je pense que il sait très bien de quoi, ce qu'il fait. Alors, et on finit avec ce mot de Trump, fidèle à son habitude d'utiliser des qualificatifs pompeux et coléreux
Donald Trump a estimé que ces nombreux tweets agressifs et menaces proférées avant et pendant le sommet n'avaient pas créé le chaos. Je suis un génie très stable, a-t-il lancé avec le sourire en réponse aux journalistes. Allez, bon dimanche!